mikolo nyonso bazoboma bato donc neti toza na mboka na biso te papa 60 ya pasi ya mawa. Égoïsme. Ils ont travaillé pour eux-mêmes, pour leur famille, mais ils n'ont pas travaillé pour le pays. Nabengi bino na limité comme on ngai Alexis. Tobengi bino na commune ya Matete. Etonda bilaka minene. Voilà, bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous suivez, de chez vous, en République démocratique du Congo, à Kinshasa, en Afrique ou en Europe, à travers toutes les plateformes d'Internet, sur TNT, sur Molière Canal, à travers Canal+. Bonjour et bonsoir. Qui est-ce que nous recevons pour vous pour ce premier numéro de votre émission Devant les Congolais 2024? Il s'agit bien d'un cadre d'un grand parti politique en République démocratique du Congo. Il s'agit bien du parti AFDCA, de Modeste Bati Lukwebo, président du Sénat. Il est qui? Il est cadre, comment on l'appelle, chargé de propagande au sein du parti politique AFDCA. Monsieur Chris Mukendi, bonjour et bienvenue. Bonjour très cher Isaac Mutombo, merci pour l'invitation. Comme c'est la première édition, je profite de votre micro pour saluer les nombreux téléspectateurs qui auront l'occasion de nous suivre, à qui je présente mes voeux le meilleur pour 2024. Je salue aussi tous les amis qui sont à nos côtés dans la pièce. Je salue Cédric Biengele, je salue Maître Papi Diosso, je salue tous nos amis qui sont là. Et je pense que l'année 2024 sera une année meilleure pour le Congo. 2024, année 2024, nous entrons déjà avec la victoire du président de la République aux élections de 2023, décembre 2023. Votre réaction? Ben, il fallait s'y attendre. Pour moi, ça n'a pas été une surprise que les Congolais puissent porter leur choix sur Félix-Antoine Tshisekedi, qui a présidé à la destinée de notre pays de 2018 à 2023 et sur qui les Congolais ont encore porté leur dévolu. Au regard du bilan qui a été les siens, beaucoup plus en rapport avec ses réalisations en termes de gratuité d'enseignement, comme vous allez encore vous rappeler que cette gratuité a été déjà validée dans notre constitution depuis 2006. Mais ça a pris effectivité avec le mandat de Tshisekedi. Tshisekedi a eu à faire beaucoup de réalisations dans le pays. Il a rehaussé les niveaux de notre budget. Il a redonné l'espoir à notre armée qui était devenue à la solde de l'ennemi. Aujourd'hui, nos phares d'essai ont retrouvé leur dignité. Hein. Aujourd'hui occupés par nos ennemis, nous pensons qu'avec tous les moyens mis aujourd'hui à la disposition de notre armée, que le phare d'essai de demain pourront faire la différence avec les phares d'essai d'hier. Mais aussi beaucoup d'infrastructures ont été en tout cas réalisées dans le pays, à travers tout le pays. Donc j'ai dit, mais aussi Tshisekedi nous a rendu notre dignité des Congolais. Les Congolais étaient en face d'un candidat qui incarnait le vrai nationalisme. En face de lui, il y avait des candidats en qui beaucoup de Congolais ne se sont pas identifiés parce que ces candidats souffraient d'une crise identitaire terrible. Même si aujourd'hui, ils revendiquent la victoire, mais la réalité, c'est qu'ils ont été élus dans un coin de la République. Alors que pour être élu président de la République, il faut être élu dans les 26 provinces. Donc j'ai dit, les Congolais ont refait confiance à Tshisekedi, quitte à lui maintenant de pouvoir rendre l'ascenseur au peuple congolais. Comment répondez-vous à ceux qui disent que le président de la République a gagné les élections à cause d'un discours identitaire, ce n'était pas un discours de programme, ou encore un discours basé sur les bilans? Je crois que ceux qui n'ont pas eu de programme sont des candidats qui n'ont pas été devant la presse. Vous allez encore vous rappeler que sur Top Congo, plusieurs candidats se sont succédés, sauf les candidats qui revendiquent la victoire. Ils ont programmé de rendre public leur programme
à Congo Buzz, les candidats ne s'est pas présenté. Lors des concertations avec la CNI, les candidats ne s'est pas présenté. Pendant les débats publics, les candidats ne s'est pas présentés pour montrer, dire aux Congolais quel programme il incarnait. Contrairement à Tshisekedi. Tshisekedi, c'est un programme de continuité. Nous l'avons vu gérer. La différence entre un candidat qui compétit pour devenir président comparativement à celui qui exerce le pouvoir, travaille pour la continuité de son action. Parce que l'action avait déjà été lancée. Le gouvernement Sama Lukonde est en train de travailler. Il y a un projet qui a été investi à l'Assemblée nationale sur base duquel le gouvernement est en train de travailler. Contrairement aux candidats qui cherchaient à prendre le fauteuil de Tshisekedi, devraient en principe nous présenter un programme. Leur programme, c'est Tshisekedi a salé l'oroté. Malheureusement, c'était ça le programme. Tshisekedi a salé l'oroté. Mais c'est le même discours que vous avez eu. Au lieu de parler du programme ou encore de votre bilan, vous avez beaucoup plus présenté les candidats de l'étranger, vous avez beaucoup plus présenté votre identité collée à la République démocratique du Congo. C'était ça les discours de Tshisekedi pendant la campagne électorale. Vous savez, nous sommes en face d'une crise identitaire dans le pays aujourd'hui. Il était important de pouvoir dire aux Congolais que celui-ci est un fils digne du pays et l'autre, je ne sais pas comment le qualifier, même si la Cour constitutionnelle a voulu régler l'affaire, finalement, c'est une question purement sociologique que le droit n'a pas pu régler. Donc, Tshisekedi s'est identifié au peuple congolais. Tshisekedi, nous connaissons son père. Tshisekedi, nous connaissons sa mère, nous connaissons sa famille, nous connaissons ses enfants. Contrairement à d'autres candidats, nous ne connaissons que leurs avoirs. Nous ne connaissons pas leurs avoirs, mais aussi leur amour pour la République démocratique du Congo. Ça aussi, il faut souligner. Mais Abed Achour a beaucoup d'amour pour les Congos et pour les Congolais, Abed Achour. C'est pour autant que nous allons prendre la République, nous allons donner à Abed Achour parce que de temps en temps, il assiste nos frères qui sont en détresse. Non, pas du tout. Je crois que des questions de gouvernance ou des questions sur le leadership au plus haut sommet de l'État sont des questions purement identitaires. Vous allez faire le tour du monde entier, vous allez vous rendre effectivement compte que dans tous les pays du monde entier, ne devient pas président qui veut. Pas du tout. Donc il faut avoir rempli au préalable les critères. Selon l'article 72 chez nous au Congo, le premier point à remplir, il faut être congolais d'origine. Lorsque le doute persiste sur votre nationalité, c'est clair que les Congolais émettent des doutes, émettent des réserves pour vous donner leur voix, même si vous avez des qualités, des génies en termes de gestion, même si vous avez des capacités transformatrices de notre société, mais puisque les questions de gouvernance sont directement rattachées à une question d'identité, les Congolais ont porté leur choix sur un fils du pays sur qui ils s'identifient. Voilà, c'est clair. Vous sentez-vous fier d'être gagnant de ces élections après autant d'imperfections? On dit les élections ont été entachées de beaucoup d'irrégularités. Démocrate que vous êtes fier de gagner ces élections et de crier haut la victoire. Vous me donnez une belle occasion de pouvoir faire une analyse comparative. Parce que, comme vous le savez, nous sommes à notre 4e cycle électoral. Ce n'est pas la première fois que les Congolais organisent des élections. Et je vais vous démontrer ici que Kadima demeure le meilleur président de la CNI. Le meilleur président que la CNI n'ait jamais connu dans notre pays. Ah bon? Je ne dis pas que les élections étaient parfaites. Je reconnais qu'il y a eu des imperfections. Je reconnais qu'il y a eu des dérives. Mais vous allez encore vous souvenir qu'en 2006, nous avons eu une proclamation des résultats faite par M. Abe Malumalu à bord d'un char de combat. Vous allez encore vous rappeler que après la proclamation des résultats, il y a eu mort d'homme à Kinshasa, il y a eu guerre. Parce que Kabila a voulu déloger Jean-Pierre Bemba de chez lui. À la suite de ces élections, Bemba s'est retrouvé à la CPI pendant 10 ans. Vous allez vous rappeler. Mais le premier cycle électoral qui est organisé par M. Malumalu, il organise l'élection présidentielle, législative nationale, et il s'arrête au provincial. Ça veut dire que l'abbé Malumalu, avec la première expérience électorale dans notre pays, on n'a pas eu des élections
on n'a pas eu le cycle complet. Comparativement à Kadima qui nous a organisé un cycle complet des élections présidentielles, législatives nationales, provinciales, municipales. Il a même organisé l'élection du président de la République à partir de la diaspora, chose qu'on n'a jamais connue par le passé. Kadima a organisé les élections dans les délais constitutionnels, alors que nous avions une opposition qui disait qu'il n'y aura pas élection le 20 décembre, alors qu'une autre frange de l'opposition disait pas un jour de plus. Tshisekedi ne peut pas aller au-delà du 20 décembre. Si le 20 décembre, les élections ne sont pas organisées, il y aura transition sans Tshisekedi. Vous avez écouté toutes sortes de discours. Je reviens à M. Ngoyi Mulunda qui a organisé le deuxième cycle électoral. Ngoyi Mulunda nous a organisé un cycle électoral à moitié. Présidentiel et législative nationale, point barre. C'est ce qui a fait que, en 2011, le Sénat qui a été installé en 2007 a pris 12 ans de fonctionnalité. Parce qu'on n'a pas connu les élections des députés provinciaux. Donc, Ngoyi Mulunda, qui devait nous organiser les cycles complets des élections, a organisé les élections à 2 niveaux seulement, présidentiel et national. Malou Malou, présidentiel, national, provincial. Corneille Nanga, il organise des élections 2 ans, après 2 ans de retard. Nous devrions avoir des élections en 2016, nous avons eu des élections en 2018, après 2 ans de retard. Et quand on organise ces élections, il y a eu un problème de légitimité dans ces élections. Donc, il faut dire ici, depuis que nous avons commencé les élections dans ces pays, on a toujours noté des irrégularités. De 2006 mais à 2018. Lorsque les irrégularités vont au-delà de la normale, cela touche aussi aux résultats et peut aussi changer l'ordre d'arrivée des candidats. Non, j'ai suivi les rapports de nos amis de l'Église catholique. Ils ont dit qu'ils ont constaté qu'un candidat arrivait largement en avance comparativement aux autres. L'ensemble dit les candidats qui s'est distingués étaient leurs candidats. Mais oui, c'est distingué. Parce que déjà à la fin de la première journée des élections, ils étaient déjà à 57% avec les résultats de Moïse Katumbi. Ben, au Katanga peut-être. Ce que nos amis d'ensemble ne comprennent pas, c'est que Katumbi n'était pas candidat du Katanga, il était candidat du Congo. Voilà toute la différence. Tshisekedi savait qu'il était candidat de la République du Congo. Moïse Katumbi se disait qu'il était candidat pour l'espace katangais. C'est là toute la différence. Est-ce que Moïse Katumbi est arrivé dans les Kasaï? Pas du tout. Il y a des coins de la République où Katumbi n'est pas arrivé. Katumbi est-il arrivé à Bunia? Est-il arrivé à Rutshuru? C'est vrai qu'à Rutshuru, il n'y a pas eu les élections là-bas. Katumbi est-il arrivé à Djougou? Katumbi est-il arrivé à Ao? Tshisekedi est le seul candidat qui a fait le tour de toutes les provinces de la RDC. Mais qu'est-ce qui vous surprend s'il gagne les élections demain? Voilà, donc j'ai dit, mais aussi les Congolais étaient en face d'un candidat qui était incapable de défendre son programme. Katumbi, quand il prend les micros pour parler, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que vous retenez de son discours? Aujourd'hui, si on peut parler du discours de Katumbi sur les plateaux, qu'est-ce que vous retenez? On vous dit qu'il est plus praticien, il est plus dans la pratique, au lieu de nous jeter dans des discours et des promesses comme Tshisekedi. Mais quelle pratique? Il a pratiqué où? Parce qu'il a dirigé les Katanga. Qu'est-ce qu'il a laissé là-bas comme trace? Comme Bilembo. C'est comme si vous contredisiez Vital Kamere qui donnait l'exemple des Katumbi hier et qui demandait à d'autres gouverneurs d'aller tricher ou d'aller un peu observer ce que Katumbi faisait pour qu'ils aillent aussi appliquer chez eux. Kamere, c'est lui qui a amené Katumbi à faire de la politique. C'est lui qui l'a convaincu à devenir gouverneur. Donc, ils étaient dans la même famille politique. Tous ceux qui disaient que Katumbi était les meilleurs, c'était qui? Grand Lac Magazine, leur journal. Francis Kalombo. C'était les gens du PPRD qui les disaient. Donc, après avoir touché quelques billets, j'imagine, hein, ils l'ont plébiscité comme les meilleurs gouverneurs. Mais allez au Katanga, qu'est-ce qu'il a fait au Katanga, Katumbi, concrètement?
Nous l'avons vu obliger aux étrangers, aux expatriés, de bien payer les Katangais qui travaillaient dans des mines, dans des entreprises. C'est que vous ne faites pas aujourd'hui. Non mais, est-ce que vous ne savez pas que M. Katumbi dans les Katanga a eu à faire le petit commerce et que les petits citoyens du Katanga ne savaient même pas vendre la braise parce que Katumbi faisait tout? Est-ce que vous savez que Katumbi avait détruit la Société nationale des chemins de fer au détriment de son entreprise, Matata, je ne sais pas, Hakuna Matata? Est-ce que vous le savez? Donc, ce n'est pas un modèle de gestion. Mais aussi, l'homme politique. L'homme politique, c'est d'abord l'art de convaincre, l'art de parler. Un candidat qui ne sait pas parler, comment on peut lui faire confiance? On fait confiance seulement à sa bourse. Parce qu'il a l'argent, on dit bon, il a l'argent, il a des parents grecs, il a des entrées en Israël, et puis on lui fait confiance parce que seulement il a des racines, je ne sais pas, hébraïques. Non, pas du tout. Je crois qu'un candidat doit être à mesure de défendre seul son programme. Le Congo n'a pas besoin d'un président qui se serve des béquilles intellectuelles des autres. Même pour faire un tweet, il doit être assisté. C'est pas normal ça. Même pour se faire enrôler dans un centre d'enrôlement, il doit se faire assister. Non, les Congolais ont besoin d'un président qui va défendre le pays, même s'il est seul en face des partenaires. On n'a pas besoin d'un président auprès de qui on vient toujours souffler à l'oreille. Dis ceci, dis cela, fais ceci, fais cela. Pas du tout. Donc, Tshisekedi a montré qu'il était capable lui-même d'assurer les destins en tant que leader, mais aussi d'assurer les destins de notre pays. Vous avez parlé du candidat numéro 3, Moïse Katumbi, mais il y a un autre candidat qui s'est démarqué, c'est M. Martin Fayulu, qui était arrivé deuxième aux élections de 2018. Aujourd'hui, totalement perdu. Si on vous posait la question de savoir qu'est-ce qui a causé l'échec de Martin Fayulu, selon vos analyses? Deux facteurs essentiellement. Le premier facteur, c'est que la donne de 2018, ce n'est pas la donne de 2023. En 2018, Martin Fayulu devient leader par procuration. Il bénéficie du soutien de la Mouka dans son ensemble, Jean-Pierre Bemba, qui lui donne l'espace Équateur. Il bénéficie du soutien d'Adolphe Mouzito, qui lui donne l'espace Bandundu. Il bénéficie du soutien de Moussa Nyamouissi, qui lui donne l'espace Nord Kivu et tous les contours. Il bénéficie même du soutien de Tshisekedi. Parce que Tshisekedi à l'époque avait dit les changements, c'est Martin Fayulu. Il bénéficie du soutien de Vital Kamerhe. Il a bénéficié du soutien de tout la Mouka. C'est ce qui a fait que Martin Fayulu, qui n'a pas une identité, en termes d'ancrage national, est devenu leader sur base de la procuration que tous les autres candidats lui ont donnée. Donc cette donne-là, en 2023, change. En 2023, Katumbi retire sa part. Bemba retire sa part. Adolphe Mouzito retire sa part. Fayulu se retrouve seul face à son destin. Et c'était sans surprise. Moi, je dois même les féliciter. Si je vois Fayulu avoir 5%, je les félicite. Je pensais qu'il allait faire 2%. Donc, aujourd'hui, Fayulu s'est retrouvé à sa place. Nous l'avons dit à l'époque qu'il était devenu leader par procuration. La preuve est là. Donc, il a bénéficié de l'aura des autres, l'aura des Bemba, l'aura des Katumbi, l'aura de tous les autres candidats. Mais aujourd'hui, il s'est retrouvé à cet endroit-là. Mais le deuxième facteur, c'est ces nombreuses contradictions. Fayulu a fatigué la population à travers ses prises de position changeantes. Chaque jour, il dit autre chose que ce qu'il fait demain. Il vous dit d'aller aux élections aujourd'hui, demain il dit il ne va pas. Il dit je n'irai pas s'il n'y a pas d'audit des fichiers électoraux, il y va. Il dit on ne dépose pas nos candidatures, il dépose. Il demande à ses candidats députés nationaux, provinciaux et tous les autres communaux de ne pas déposer leur candidature, lui dépose sa candidature. Mais savez-vous que les candidats députés nationaux, c'est eux qui battent campagne pour les candidats présidents de la République? Dans le coin où moi j'étais, comme candidat député national, j'ai battu campagne pour le candidat numéro 20. Mais qui a battu campagne pour Fayulu? Il s'est retrouvé seul au front. Seul. Sans accompagnateur. Même Epenge était incapable de battre campagne pour Fayulu ici à Kinshasa. Comment? Il a fait où? Vous avez vu un meeting organisé ici à Kinshasa par Essidé battant campagne pour Fayulu? Rien du tout. Nulle part dans la ville de Kinshasa,
vous avez vu quelqu'un, candidat, député national, même s'il n'était pas de même abord politique que Fayoulou, utiliser les logos de Fayoulou sur l'image de Fallou, son effigie sur sa banderole. Est-ce qu'il est obligatoire pour qu'un candidat puisse gagner les élections en République démocratique du Congo qu'il soit accompagné des autres ou qu'il bénéficie du poids des autres? Nous avons vu Papa Tshisekedi hier ne pas bénéficier du poids de certains leaders, mais vous dites qu'il avait gagné les élections de 2011. Non, mais qui vous a dit qu'il n'a pas bénéficié du soutien des autres? On ne gagne jamais les élections seul au Congo. Kabila a été entouré avec plusieurs leaders. Non, mais la différence, c'est que on était en face d'une dictature et que tout le monde voulait mettre fin à ces régimes-là. Et Tshisekedi avait avec lui le peuple. Sa plus grande force. Et Fayoulou qui a défendu le peuple aujourd'hui, pendant 5 ans, contre votre pouvoir. Non, mais la preuve, c'est que le peuple s'est décidé de se ranger derrière Tshisekedi. Et puis, il faut faire la différence entre les militants des partis politiques et les peuples. Il faut que le politicien arrive désormais à faire la différence entre les militants des partis politiques et le peuple. Parce que le peuple n'est pas membre d'un parti politique. Le peuple attend des dirigeants des solutions à ses problèmes. Le peuple n'adhère pas à un parti politique. Le peuple attend des politiciens des solutions. Donc nous qui adhérons dans des partis politiques, nous sommes des cadres des partis politiques, nous sommes des militants, nous ne constituons pas directement le peuple, même si nous les sommes. Donc, les leaders politiques qui disent j'étais avec le peuple dans la rue. Non, monsieur, vous avez été avec vos militants des partis politiques dans la rue. Donc, arrêtez de parler au nom du peuple parce que le peuple s'est prononcé en donnant à Tshisekedi 73%. Donc, aujourd'hui, lorsque Martin Fayoulou prend la parole, il doit prendre la parole au nom des militants de décider et non au nom du peuple. Très bien, parlons maintenant de l'Union sacrée. Vous avez amené le président de la République à cette victoire. Mais on dit que Bahati Lukwebo, l'apport de Bahati Lukwebo n'a pas été significatif au sein de l'Union sacrée. On cite beaucoup plus Bemba qui était ça et là, prêchant Félix Tshisekedi. Vous savez, Bahati Lukwebo dispose d'une machine politique non contestée dans les microcosmes politiques de notre pays. Qu'est-ce que vous appelez machine politique? Machine politique, c'est Chris Mukendi. Machine politique, c'est Patrick Makanga. Machine politique, c'est Cédric Benguele. Machine politique, c'est Eric Chiswaka. Machine politique, c'est tout le membre de l'FDC qui travaille ici. Dites-moi, avez-vous vu un seul endroit où le chef de l'État s'est rendu sans qu'il y ait un drapeau de l'FDC? Même lorsque le chef de l'État se retrouve en Éthiopie, il y a l'FDC. Même quand il se retrouve à Nairobi, il y a l'FDC. Quand il se retrouve en France, en Belgique, en Grande-Bretagne, le seul parti qui l'accompagne, c'est l'FDC. Donc l'FDC est un parti qui a de l'ancrage, non seulement national, mais de l'ancrage international. Bahati Lukwebo, comme il s'appelle Modeste, hein, son prénom c'est Modeste. Et très souvent, lorsque on vous donne ces prénoms, ça suit aussi dans votre caractère. C'est un monsieur modeste. Modeste Bahati ne fait pas du populisme politique. Bahati ne fait pas du spectacle politique. Mais il est très efficace dans son action. Être capable de réunir 5 000, 10 000 personnes pour prêcher Tshisekedi, j'appelais ça... J'en reviens. Du populisme? Non. Je ne suis pas dans ces commentaires-là. Malheureusement, je ne sais pas si... peut-être vous n'avez pas eu l'occasion de voir les images de Modeste Bahati dans le Sud Kivu pour préparer l'arrivée de Félix Tshisekedi. Mais comment on reconnaît le travail qui a été fait par un leader de parti politique pour son candidat président de la République? C'est à travers les résultats que la province donne à ses leaders. Vous savez que la province du Sud Kivu est une province aussi en proie à l'insécurité. Vous le savez. Mais cette province arrive à cause du leadership conjugué, je vais dire. Je ne dirais pas Modeste Bahati seul, parce qu'il y a plusieurs leaders aussi dans le Sud Kivu. Modeste Bahati qui arrive en tête dans ce leadership-là, arrive à procurer au chef de l'État pratiquement 94% de l'électorat de la province. 94% de la province du Sud Kivu a voté pour le candidat numéro 20. Et ce travail a été accompli par la machine électorale de Modeste Bahati. Comme j'ai dit, c'est un monsieur qui ne fait pas du populisme. Il n'amène pas des images difficiles pour vous le prouver et tout ça.
Mais je crois qu'il y a des images où Modeste Bahati arrive dans le Sud Kivu pour faire un travail extraordinaire en faveur du candidat numéro 20. Donc, ici à Kinshasa, à travers tous les pays, nous on a fait le travail. Parmi les candidats qui ont battu campagne ici à Kinshasa, se trouve les candidats de l'FDC pour le numéro 20. Donc, le problème, ce n'est pas Bahati seul dans son coin. Le problème, ce n'est pas le Sud Kivu. Le problème, c'est de porter les candidats à travers le Congo. Partout où le parti est implanté, nous avons prêché le candidat numéro 20. C'est là l'apport de Bahati. Donc, notre soutien au candidat numéro 20 était sans équivoque et sans hypocrisie. Nous l'avons fait, nous avons porté. Moi, j'ai porté des chemises de Fachi. Monsieur Chris Mukendi, avez-vous suivi les audios qui circulent sur les réseaux sociaux qu'on attribue à Monsieur Mbata? Avez-vous suivi ces audios? J'ai suivi ces audios, je suis très choqué. Très choqué d'écouter ces propos sortis de la bouche, j'allais dire, d'un professeur de droit qui se prévaut la qualité des constitutionnalistes, j'allais dire, mais j'ai dit soi-disant professeur, malheureusement. Comment ça, soi-disant? Malheureusement. Vous savez, j'ai compris qu'il y a une différence entre un porteur de diplôme et un diplômé. Je commence à comprendre la différence entre un porteur de diplôme et un diplômé. Et à travers votre micro ici, je vais demander au présidium de l'Union Sacrée de demander au chef de l'État la démission de M. Mbata comme secrétaire permanent de l'Union Sacrée. Qui a d'abord attesté que ce sont les propos de Mbata? Parce que on ne peut pas servir l'Union Sacrée avec une haine exprimée à l'endroit d'un président de l'Union Sacrée, à l'endroit d'un membre du présidium de l'Union Sacrée. Monsieur Mbata, qui est, selon ses dires, professeur de droit constitutionnel, c'est très bien que la Constitution a voulu à ce que 3 juges qui siègent à la Cour constitutionnelle proviennent du Parlement. Et le Parlement, nous avons un Parlement bicaméral composé de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et les 3 juges qui siégeaient à l'Assemblée nationale, 2 provenaient de l'Assemblée nationale et 1 juge provenait du Sénat. Et que lorsque le juge Mungulu est décédé, puisque c'était le Sénat qui avait désigné les juges Mungulu, il était naturellement... Que le Sénat remplace. C'était naturel que le Sénat puisse procéder à son remplacement. Mais le Sénat propose un remplaçant. M. Mbata, dans son audio, il dit, c'est lui qui a empêché à ce que Modeste Bahati, il faut dire ici ce n'est pas Modeste Bahati, M. Mbata, c'est le Sénat. Donc, M. Mbata a empêché au Sénat de faire siéger à la Cour constitutionnelle les juges qu'il avait désignés. Et voilà les propos d'un monsieur qui s'est dit constitutionnaliste, d'un monsieur qui, au sein de l'Union Sacrée, devrait jouer à l'arbitrage, à la neutralité, mais qui commence à faire des coups bas contre le membre du présidium de l'Union Sacrée. Qui sait si M. Mbata, la même démarche ne l'a pas fait contre Vital Kamerhe? Qui sait si M. Mbata, la même démarche ne l'a pas fait contre M. Jean-Pierre Bemba? Aujourd'hui, parce qu'il y a eu des enregistrements, on peut parler de Modeste Bahati. Mais est-ce que M. Mbata n'a pas fait des coups fourrés contre Jean-Pierre Bemba? Puisqu'il dit qu'il va combattre toutes les listes AFDC au niveau national. Donc, retenez aujourd'hui, si dans les listes AFDC, vous ne retrouvez pas les députés que vous avez élus, la population, retenez que c'est M. Mbata. Ce n'est pas de bonne guerre, M. Chris Mukendi, lorsqu'un parti politique cherche à avoir beaucoup plus de députés que les autres, ce n'est pas de bonne guerre. Non. Mais lorsque quelqu'un dit « je combattrai », c'est moi qui ai empêché. Ça veut dire que M. Mbata, au-delà de ce pouvoir des députés, a d'autres pouvoirs que nous ne savons pas. M. Mbata exerce un pouvoir sur la CNI, je me pose la question. M. Mbata exerce un pouvoir sur Kadima. M. Mbata a le pouvoir de dire qui devient député, qui ne devient pas député. Mais c'est pour ces pratiques que nous avons chassé M. Kabila. Lorsqu'on dit que l'Assemblée nationale actuelle est constituée à 70% des nommés
que Nanga a nommé. Donc, M. Kadima, pardon, M. Mbata, veut nous amener dans le même schéma des nominations des personnes qui les caressent, lui, dans l'essence des poils. Voilà pourquoi j'ai dit, pour sauver l'honneur de l'Union sacrée, pour préserver la dignité et du chef de l'État et de l'UDPS, je propose à ce que le membre du Présidium demande la démission sans préavis de M. Mbata de la permanence de l'Union sacrée. Parce que le rôle qu'il joue, c'est un rôle qui ne facilite pas la consolidation de l'Union sacrée, mais qui fragilise l'Union sacrée. Nous devons reconnaître ici que Mbata est un cadre ou un haut cadre au sein du parti politique UDPS. Est-ce que ce n'est pas l'UDPS qui est derrière Mbata? J'ai eu à parler avec beaucoup de cadres de l'UDPS qui se sont désolidarisés de ces propos. Okay. Vous n'avez reçu aucun cadre de l'UDPS qui est venu soutenir M. Mbata sur votre plateau. Je parle avec des amis de l'UDPS. Pas aussi contredire, hein? Je parle avec nos amis de l'UDPS. Ils ne soutiennent pas et ne contredisent pas aussi. Nous avons beaucoup de respect pour M. le secrétaire général de l'UDPS. Okay. Je crois que c'est de son propre chef que M. Mbata a exprimé sa volonté de pouvoir combattre les listes FDC. Non pas seulement à Dibelenge, où il a échoué. Je dois vous annoncer ici que M. Mbata à Dibelenge arrive en 5e position. Nous avons des rapports. Le candidat AFDC à Dibelenge a 13 000 voix et il arrive en tête. Donc si demain, notre candidat de l'AFDC à Dibelenge n'est pas proclamé, ça veut dire que M. Mbata a influencé les résultats. Je vous informe ici que M. Mbata arrive 5e alors qu'il n'y a que 3 sièges à Dibelenge. Est-ce une menace? Une constatation. Une constatation. Voilà, donc c'est lui qui nous menace. Nous ne faisons que préserver nos acquis, préserver nos intérêts en tant que parti politique. Et aussi nous prêchons l'unité au sein de l'Union sacrée. Si le chef de l'État tient à l'unité au sein de l'Union sacrée, si le chef de l'État tient à la concorde au sein de l'Union sacrée, il faut extirper de l'Union sacrée M. Mbata, qui constitue un vrai cancer et un vrai virus au sein de l'Union sacrée. Ces audios, ces guerres et guerres au sein de l'Union sacrée, on peut déjà penser à l'éclatement de l'Union sacrée demain. L'Union sacrée, je crois, a été créée pour un but bien précis. Okay. Accompagner le chef de l'État à finir son premier mandat, mais aussi l'accompagner pour son second mandat. Donc, je ne sais pas ici dire c'est quoi la durée, c'est quoi la longévité de l'Union sacrée, mais comme vous savez, la politique, elle est dynamique. Donc, une fois l'objectif atteint, l'objectif poursuivi par une structure est atteint, je crois qu'on peut toujours la refondre, changer de modèle de gestion, on peut toujours la reconfigurer. Donc, il n'y a pas de problème. Mais j'ai dit, l'objectif pour lequel l'Union sacrée a été mise en place, c'était principalement d'accompagner le chef de l'État à finir son premier mandat, mais aussi à l'accompagner pour le second mandat. Monsieur Chris Mukendi, nous avançons petit à petit vers la fin de notre émission. Ici, on parle de victoire de Félix Tshisekedi, mais dans d'autres QG, on parle comment contester les résultats de ces élections. Quelle chance donnez-vous à la contestation de l'opposition? L'opposition qui dit aujourd'hui, d'ailleurs, ne pas contester ces résultats, mais qui demande l'annulation pure et simple de ces résultats. Je ne donne aucune chance à cette démarche parce que c'est une démarche des acteurs qui n'ont pas la sportivité politique. La sportivité politique veut que le perdant félicite celui qui gagne. Voilà pourquoi je salue M. Adolphe Mouzitou ici, qui a salué la victoire de Tshisekedi. Je félicite Constant Mutamba qui a félicité le chef de l'État. Qu'on appelle prolongement de l'Union sacrée. Je félicite Mutamba. Je ne vois pas son nom. Une opposition qu'on appelle prolongement de l'Union sacrée. Non, qu'on appelle, tout le monde peut appeler ce qu'il veut. Je n'ai pas vu Constant Mutamba signer la charte de l'Union sacrée. Je ne l'ai jamais vu à une réunion de l'Union sacrée. Donc je ne peux pas ici dire que Constant Mutamba est le prolongement de l'Union sacrée. Je ne sais pas si l'Union sacrée a des prolongements. Je ne pense pas. Donc j'ai dit ici, il faut que notre classe politique apprennent que dans une démocratie, il y a aussi la sportivité politique. Mais aussi le mode de contestation d'une élection au niveau présidentiel, c'est à la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, la Cour constitutionnelle, je crois que les délais
temps à s'épuiser, où le délai est déjà épuisé, n'a enregistré aucune contestation de la part de ceux-là qui contestent les résultats aujourd'hui. Donc, j'ai dit, on attend les résultats définitifs que la Cour constitutionnelle devra rendre publics d'ici là, et on verra. Voilà. Donc, c'est légitime, ce qu'ils sont en train de faire comme action ou des initiatives qu'ils prennent. J'ai dit, nous sommes dans une démocratie et nous respectons les principes et les règles de la démocratie. Très bien, Monsieur Félix Tshisekedi réélu, bien que pas encore confirmé, mais peut-être qu'il sera confirmé. Quelles doivent être les priorités pour le nouveau mandat de Félix Tshisekedi? Le chef de l'État, pendant la campagne électorale, a dit ce qui était prioritaire pour lui aujourd'hui. La priorité, c'est d'abord une question de sécurité. Nous avons une partie de notre territoire qui est occupée. Il faut récupérer les territoires du Congo. Il faut sécuriser les Congolais. Il faut garantir la quiétude dans le pays. Mais cela n'exclut pas l'effet que d'autres défis devront aussi être rencontrés. Mais comme j'ai dit, les défis majeurs pour le Congo aujourd'hui demeurent un défi sécuritaire. Et je crois que c'est cette thématique qui a valu au chef de l'État la reconduction pour son second mandat. Est-ce que ce n'est pas le changement des collaborateurs? Parce que lorsque vous allez du côté social, la population pleure pendant qu'il y a des détournements. Vous allez du côté de la sécurité, il y a des trahisons. Les chefs de l'État ne doit-il pas d'abord bouger son entourage? Il revient au chef de l'État de pouvoir évaluer ses collaborateurs. Okay. C'est lui qui travaille avec eux. Moi, je ne travaille pas avec le chef de l'État. C'est lui qui sait mieux apprécier l'action de chaque membre qu'il a mis à ses côtés, en rapport avec le rendement de chacun. Donc, c'est au chef de l'État de pouvoir choisir seul, en toute responsabilité, ses collaborateurs. Mais seulement, à la fin de son mandat, je ne voudrais pas que le chef de l'État dise, comme Kabila, il n'avait pas eu 15 collaborateurs. Je crois que les collaborateurs sont là. Il faut simplement savoir les choisir. Il y a des Congolais qui sont pétris des talents, pétris des compétences, qui ne sont pas là que pour l'intérêt, des intérêts mesquins, des intérêts de leur famille, qui sont là effectivement pour l'intérêt du pays. Il faudra que le chef de l'État puisse les détecter et, les cas échéants, travailler avec eux pour donner la chance au Congo de redécoller. On reporte de la publication des résultats au niveau national et provincial. Certains Congolais ont déjà peur, disant que la situation devient beaucoup plus politique. Ce sont maintenant des coups de fil, ce sont maintenant des injonctions qui se donnent. Votre avis? Je ne partage pas cet avis, étant donné que je suis d'abord membre de l'Union Sacrée, mais aussi en rapport avec l'immensité du travail que M. Kadima a eu à faire. Hein? Mais il a aussi exprimé sa volonté de pouvoir invalider, sanctionner les candidats sur qui on a trouvé des machines à voter. Ça veut dire que si ces candidats sont retirés du fichier ou retirés de la moisson électorale, ça veut dire qu'il faut essayer encore de faire des nouveaux calculs pour les seuils et pour voir qui sont ceux-là qui les remplacent dans l'hypothèse où les candidats qui avaient utilisé des machines à voter avaient gagné. Est-ce que c'est à la justice ou à M. Kadima d'invalider certains candidats, ceux qui sont accusés de posséder certaines machines? Non, non, je crois que la justice vient au niveau des contentieux. Mais lorsque la CNI déjà elle-même arrive à identifier les fraudeurs, les tricheurs, il est de sa responsabilité de pouvoir prendre des décisions pour les sanctionner. La sanction pour la CNI, ce n'est pas une sanction judiciaire, mais c'est une sanction dans le sens simplement d'invalider le vote de ceux sur qui on a eu à trouver des machines à voter. Donc je crois que c'est cette démarche-là aussi qui pourrait prolonger ou qui a fait que les résultats des élections qui étaient initialement prévus pour le 3 puissent être reportés à une date ultérieure. À une date ultérieure, vous avez sous votre pouvoir, quand je dis vous, parce que vous soutenez le pouvoir de M. Félix Tshisekedi. Sous Félix Tshisekedi, la CENI organise les élections. C'est M. Kadima qui est en tête. Quelle cote donnez-vous à l'organisation de M. Kadima pour ces élections?
Vous savez, on me reconnaît pour mon franc-parler. J'ai dit, des élections parfaites n'existent pas. Ok. Ça n'existe nulle part. Mais ce qui est important, c'est la volonté d'avancer. Et M. Kadima veut réparer les erreurs qui ont été décelées. Ces erreurs, c'est notamment la fraude qui a été constatée chez certains candidats qui détenaient des machines à voter. Donc, il faut déjà saluer cet effort-là. Vous allez encore vous souvenir que c'est quand même curieux. À l'époque de M. Nanga, il y a des gens qui n'avaient pas déposé de candidature, mais qui se sont retrouvés à l'Assemblée nationale comme députés nationaux. Ça, vous le savez. Quelqu'un qui n'a pas déposé sa candidature comme député, qui n'a pas battu campagne, mais qui siège à l'Assemblée nationale comme député élu. Ça, c'est le discours de l'opposition d'hier, hein? Non. Avez-vous des preuves de ce que vous dites, M. Chris? Ce monsieur s'appelle Obeminaku. Il s'appelle Obeminaku. Voilà. Donc, j'ai dit, s'il faut, parce qu'il analyse pour, en tout cas, en sortir la pertinence, il faut procéder par une méthode comparative aussi. J'ai dit comparativement, je l'ai dit en entame de cette émission, comparativement à tous ses prédécesseurs, M. Kadima reste le meilleur des présidents de la CENI, nonobstant le fait que nous avons constaté quelques irrégularités pour lesquelles M. Kadima s'est prononcé à pouvoir les corriger. Très bien, nous sommes arrivés à la fin de notre émission, mais j'aimerais bien que vous puissiez, vous livrer à un exercice. Vous allez regarder la caméra qui est juste en face de vous et dire au chef de l'État, par rapport à ce qu'il a fait pendant son premier mandat, vous avez eu à critiquer, faire l'autocritique de votre pouvoir. Qu'est-ce que le président de la République doit corriger pour ce deuxième mandat? Pour le deuxième mandat, je crois que, parce que le chef de l'État avait dit que si il n'arrive pas à restaurer la paix à l'Est, il considère que son mandat sera un échec. J'ai dit, il a l'opportunité d'avoir un second mandat pour effectivement rencontrer du succès sur la question de l'insécurité à l'Est de la République. Moi, je crois que les Congolais lui ont redonné encore cette confiance parce qu'ils pensent qu'il est l'homme de la situation. Mais au-delà de tout cela, comme on dit, la justice élève une nation. Je souhaite que le chef de l'État puisse mettre un accent particulier sur notre justice. On a déploré pendant le premier mandat la qualité de notre justice et je souhaite que pour le second mandat, que le chef de l'État soit intransigeant vis-à-vis des questions avec la justice. Et sur le plan social, la population en pleure. Vous savez, la finalité de toute action politique, c'est le social du peuple. Je crois que tout ce qu'on aura à faire du côté de la justice, ce qu'on aura à faire du côté de la sécurité, la finalité, c'est le social. C'est pour que nous puissions avoir un pays où la reconstruction n'est pas arrêtée par des guerres intempestives, où les intrusions des forces étrangères n'arrêtent pas notre progression vers le développement. Donc j'ai dit, les deux facteurs réunis ensemble vont faire en sorte que nous puissions connaître un boom social dans le pays. Donc ce n'est que la conséquence de l'injustice et la conséquence de la guerre. Donc lorsque les deux facteurs sont réunis, je crois que le social suivra aussi facilement. Très bien, 1 minute pour votre dernier mot, pour ce premier numéro de notre émission. Le dernier mot, c'est à l'endroit de M. Kadima. L'avenir de beaucoup de Congolais est suspendu à la proclamation des résultats des législatives nationales et provinciales. J'ai suivi M. Kadima dans une de ses vidéos où il disait « Aucun député ne sera nommé ». Je rappelle simplement à M. Kadima ses propres paroles. Ne nous amenez pas à des nominations au niveau de la CENI. Une élection doit traduire l'expression populaire. Le peuple doit s'identifier dans le choix qu'il aille à opérer dans ses élus. Donc, M. Kadima, la balle est dans votre camp. Prenez votre responsabilité pour que vous puissiez, en tout cas, rencontrer les aspirations profondes de la population en ce qu'a été les élections de 2023.
Monsieur Chris Mukendi Kabemba, merci pour votre présence sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Alors, merci beaucoup à vous tous qui attendez l'émission Devant les Congolais. Merci beaucoup à mon équipe technique. Nous étions accompagnés des mises Wemba derrière nos caméras. Derrière l'appareil photo, il y avait Sadok Mutombo. Et il y avait aussi, nous étions aussi assistés des Plamedi Tondo. À la régie, les machines acoustiques étaient caressées par Montréal, les Real Pams Bienga. Toujours là. Nous étions aussi assistés par Maître Cédric Biengele, Monsieur Mike Kibaka, Maître Papi Diosso qui assistait Monsieur Chris Mukendi. Du reste, portez-vous bien. On se retrouve demain pour un nouveau numéro, un nouveau invité, une nouvelle thématique. Merci et bye. mikolo nyonso bazoboma bato donc neti toza na mboka na biso te papa 60 ya pasi ya mawa. Égoïsme. Ils ont travaillé pour eux-mêmes, pour leur famille, mais ils n'ont pas travaillé pour le pays. nabengi bino na limete komo na ngai Alexis tobengi bino na commune ya Matete.